fondateurs d'Opération Village Roumain en 1988 en Belgique, c'est parti de Belgique, comme vous le savez sans doute. 2 ouvrages, Tous les fleuves vont à la mer, et puis Autant pour moi, qui a pour sous-titre Journal intime d'une association d'idées 1989-2004. Donc des livres qui ont des allures de témoignage, certes, mais qui recèlent un véritable travail d'écriture littéraire. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Je passe aussi très rapidement sur des livres à caractère géopolitique, partiellement consacrés à la Roumanie, tels que Le réveil du Danube de Martin Graff ou Danube Rhapsody de Pierre Burlot. Ce sont des livres très très bien écrits. Et puis il y a aussi de beaux livres, très bien écrits mais agrémentés de belles photos, comme La Roumanie au petit bonheur de Bernard Oulia ou La Roumanie insolite d'Alex Descotes. Je n'insiste pas là-dessus. Je retiendrai simplement un peu plus longuement 3 écrivains voyageurs contemporains. Laurent Bayard, auteur de L'eau du puits suivi de l'eau du Danube, c'est un seul volume, sous-titré Journal roumain 1996, 1998 et 2001. Donc c'est un ouvrage qui émane de 3 voyages, de 3 séjours en Roumanie. Il y proclame bien sûr son amitié profonde pour un pays qu'il dit meurtri, qui est meurtri par les années de dictature, mais d'une grande richesse humaine, dit-il. Et à la fin de ces pages de vers et de prose, c'est mélangé ou successif, vers et prose, récit, narration et poésie, un paragraphe à l'adresse des futurs voyageurs, je vous en dis quelques mots. Aussi, il est l'heure d'aller faire du tourisme en Roumanie. Vous constaterez que vos photos seront plus belles que tous les négatifs dont on vous a jusque-là bourré le crâne. Et surtout, vous pourrez les développer et vous faire votre idée sur un pays qu'il vous restera à mettre dans l'album photo de votre cœur. Une autre image vous apparaîtra cette fois-ci, certes avec ses contrastes et ses nuances, mais enfin la vraie. Autre écrivain voyageur, Dominique Fernandez, beaucoup plus connu, fameux romancier essayiste, prix Médicis en 1974, prix Goncourt en 1982, grand romancier français, qui est l'auteur d'un très beau livre que vous connaissez peut-être, Rhapsodie roumaine. Alors, un livre illustré par le photographe Ferrante Ferranti. C'est un livre qui peut avoir des apparences de guide touristique, avec un index des noms de lieux, avec une carte, avec un parcours géographique, etc. etc. Mais c'est un livre qui est bien plus qu'un guide touristique. L'auteur, évidemment, s'y fait le chantre de la culture. Il insiste sur la culture roumaine, la littérature, bien sûr, avec les grands écrivains, la musique avec l'UNESCO, l'art avec notamment les monastères de Bukovine. Et, par exemple, une description détaillée du monastère de Sucevice, qui est ponctuée par une magnifique, à mon avis, magnifique évocation nocturne, dont je vous lis quelques lignes. La pleine lune brillait dans un ciel pur, lorsque, par cette nuit du 14 au 15 septembre, nous revînmes à pied au monastère. Le gardien qui nous avait attendus referma derrière nous le portail. L'église nous apparut soudain, embrasée par le rayon, étincelante de 1000 paillettes. Le blanc des auréoles, le blanc des étoiles, le fond blanc des manteaux à dessins géométriques, le fond blanc des scènes consacrées à Adam, symbole de la lumière de Dieu, toutes ces parties claires ressortaient avec une force et un éclat exceptionnels. Les personnages, tenus à une certaine discrétion pendant le jour, profitaient des ténèbres et du silence pour flamboyer et répandre sur nous leur splendeur. Je trouvais que c'était une très belle description nocturne du monastère, enfin de l'église. Dominique Fernandez n'évite pas non plus les questions dans son ouvrage. Par exemple, pourquoi avoir appelé mer Noire l'antique Ponteuxin qui signifiait mer hospitalière?
ni les considérations sur la complémentarité Orient-Occident, qui est symbolisée, là il a un joli symbole, c'est la fantaisie serpentine de la Calea Victoriei, à Bucarest, opposée à la rude géométrie du boulevard Maguérou. Côté. Donc il y a les deux côtés, Orient-Occident, dans cette géographie urbaine, disons. Voilà, alors, vous voyez, le voyageur Dominique Fernandez est plus qu'un touriste, hein, c'est vraiment, pour lui, la Roumanie est vraiment un sujet littéraire. Alors, il est, depuis un certain nombre d'années, c'est la Russie qui l'occupe beaucoup. Et la Roumanie l'a occupé quand même d'une belle manière sur ce livre. Sujet éminemment littéraire aussi pour un autre écrivain, qui est moins connu sans doute, Paul Fournel. Alors Paul Fournel est né en 1947 à Saint-Étienne. Il est très engagé dans la vie culturelle et littéraire française. Il a été pendant un certain temps président de la Société des gens de lettres. Il est président actuellement de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, etc., etc. Et il est l'auteur de romans et surtout de recueils de nouvelles. C'est un grand spécialiste de la nouvelle. Et il a publié en 1995 chez Gallimard ce livre que dont vous avez la référence sous les yeux, je crois, oui, Le jour que je suis grand, donc, qui est sous-titré, alors il y a un long sous-titre, Relation sur le motif d'un séjour dans le village de Botiza, Roumanie, effectué en compagnie de mon fils Valentin, à l'occasion des Pâques orthodoxes d'avril 1993 et de quelques souvenirs qui s'en suivirent. Voilà donc le sous-titre de ce livre. Il s'agit donc bien de souvenirs de ce séjour, racontés à la première personne, d'une peinture à la fois vivante et chaleureuse de la vie de ce village du Maramuresh, Botiza, mais c'est aussi pour Fournel un émouvant va-et-vient entre la Roumanie et la France, entre la ruralité roumaine et la ruralité française qu'il a bien connue. Il dit ceci, c'est le voyage où les hommes reprennent le chemin de leur père, c'est le voyage des enfants vers l'enfance, c'est la manufacture ordinaire du souvenir. Alors c'est un livre qui est écrit par petites étapes, petites touches, et qu'il faut lire comme cela, on n'est pas obligé de le lire comme un roman, petite touche à la fois poétique, malicieuse et morale aussi. Alors je vous en ai une ou deux, même deux si vous voulez. Voici. Alors ça c'est plutôt drôle, vous allez voir. Le samedi 11 avril, à 21h30, les 100 familles de Botiza, qui possèdent à la fois l'électricité et la télévision, regardent le 222e épisode de Dallas en version originale sous-titrée. Dans la Haute-Loire, lui il passait toutes ses vacances en Haute-Loire, dans la Haute-Loire, on regarde la même chose ou presque, mais doublée. Dans les deux cas, la télévision est une grande fabrique de silence. Et puis un autre petit passage moins drôle, mais plus émouvant, disons. Je retrouve à Botiza mes deux enfances. Mon enfance rurale, des dimanches et des grandes vacances en Haute-Loire. Mon enfance minière, des semaines stéphanoises. Parce que du temps de son enfance, c'était les mines à Saint-Étienne. Éternité des champs, éternité du progrès et de l'énergie. Ces deux belles éternités qui ont bâti un siècle et que j'aurais vu mourir, adolescent, l'une enfoncée dans le silence et les broussailles, l'autre emportée dans les fastes méthodiques de l'argent. Voilà ces deux petites notes, il y en a comme ça un certain nombre. À noter que Paul Fournel s'est associé à un ouvrage collectif intitulé Au Maramuresh, dont vous avez la référence en bas de la première page aussi, où quelques écrivains, plusieurs écrivains et photographes qui étaient réunis en résidence par le Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon et le Centre culturel français de Cluj, font part de leurs impressions sur cette vie dont l'un d'entre eux dit qu'elle est si familière, si différente.
Bernard Blangenois. Donc il y a des pages dans cet ouvrage collectif d'une belle poésie qui font parfois parler les habitants, qui font semblant de faire parler les habitants au tréfonds d'eux-mêmes. Je vous lis quelques lignes de Gilles Jouanard, qui est l'un de ces écrivains qui était en résidence, dont le texte s'intitule d'ailleurs d'une manière allusive « Précis de recomposition » ou « Comment le monde naît à Botisa ». Voici quelques lignes, et ce sont des... Enfin, il fait parler, effectivement, des habitants. Là d'où nous venons, nous avons rapporté le sens des choses du monde, et nous l'avons réimplanté ici. Toutes les steppes d'Orient, toutes les crêtes frontalières entre les empires fabuleux aujourd'hui endormis, nous les avons mises ici, en les serrant un peu pour les faire entrer dans un espace à notre mesure. Et elles se sont laissées compresser, elles ont repris racine, le monde a repoussé autour de nous, tel qu'il avait toujours été. Ensuite, il évoque la mer Noire, Lisa qui descend, etc. Bien. Voilà. Bon, on pourrait retracer, ou suivre longtemps d'autres itinéraires d'écrivains voyageurs ou qui résident durablement en Roumanie. Il y en a qui sont passés par la Roumanie, qui ont séjourné momentanément, ou qui résident, ou lire d'autres pages évocatrices de la Roumanie. Mais bon, il faut qu'on avance un petit peu, et je vais aborder mon deuxième point, qui est la Roumanie romanesque et poétique, disons. C'est-à-dire des œuvres de fiction qui évoquent la Roumanie. Alors, je signale, je l'ai mise dans la bibliographie à la première page en 2, 3, 4, 5, 6e position, une thèse très documentée, la thèse de Madame Ionela Simona Feyer-Tocrea, qui a été soutenue à Alba Iulia en 2011 et qui s'intitule « Motifs et réalités roumains dans le roman français jusqu'en 1918 ». Donc j'ai découvert cette thèse après coup, après vous avoir donné mon sujet d'ailleurs, donc je me dis, voilà, ça n'empiète pas complètement, parce que cette thèse, je ne vais pas reprendre le détail de ce travail, qui est un travail universitaire, très spécialisé, et qui est plus resserré dans le temps d'ailleurs, puisque c'est jusqu'en 1918, et beaucoup plus précis que ce que je peux vous dire maintenant, mais dont le résumé m'a cependant bien aidé dans mes recherches et qui analyse un certain nombre de romans dont beaucoup sont maintenant oubliés. Il y a dans cette thèse des romans qu'elle a redécouverts, mais qui n'ont jamais été réédités. Donc je vous en ferai grâce, bien sûr. Simplement, je vais en signaler quand même quelques-uns, parce que ça me paraît intéressant, notamment le roman de l'abbé Prévost, qui est, comme vous le savez, l'auteur de Manon Lescaut, mais qui a écrit un gros roman intitulé « Le monde moral », publié en 1760, et ce roman évoque la mort du prince Constantin Brancoval, dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a eu une conférence, je crois, de M. Bedros, là, à la Maison Roumaine. C'est ça, voilà. Bon. Donc, je ne vais pas insister là-dessus, mais l'abbé Prévost... Ça fait juste un mois. Ça fait un mois, voilà, c'est ça. Donc, voilà, par exemple, vous voyez que l'abbé Prévost, que l'on ne connaît que comme l'auteur de Manon Lescaut, en général, s'est intéressé à l'histoire de la Roumanie à travers ce prince. Autre roman que je n'ai pas lu, je vous dirai tout de suite, je vous le dis tout de suite, mais bon, on peut les signaler. L'héroïne moldave, qui est, paraît-il, un long roman épistolaire d'une écrivaine féministe, je dis écrivaine parce qu'elle est féministe, Marie-Armande Jeanne Gacon, qui se situe en Moldavie, comme le titre l'indique, et dont la Moldavie est la principale toile de fond. Les soirées de Jonathan de Xavier Boniface Saint-Yves, dont la protagoniste est une tzigane roumaine, à la fois expérimentée et sage. Michael le Moldave, tout ça c'est dans la bibliographie. Alors Michael le Moldave, de la comtesse d'Ache, de son vrai nom Anne Cisterne. Et cette Anne Cisterne a bien connu la principauté de Moldavie, et elle en décrit de manière précise les paysages, la société, les mythes, les traditions. Alors, il y a ces romans à caractère historique, disons, et puis il y a bien sûr toute une floraison de récits fantastiques peuplés de fantômes et de vampires, c'est la Roumanie, mythique, légendaire,
C'est le cas, par exemple, du livre d'Alexandre Dumas père, Les 1001 fantômes. Alors, Les 1001 fantômes, publié en 1852, et qui a été réédité chez Folio en 2006, donc on peut le lire. Je voudrais simplement vous en lire quelques lignes pour vous en donner une idée. On trouve des descriptions à la fois pittoresques et fantasmatiques un peu de la Roumanie. Alors voici ce qu'il fait dire à un habitant, c'est un habitant qui parle. Nos monts Carpates ne ressemblent point aux montagnes civilisées de votre Occident. Tout ce que la nature a d'étrange et de grandiose est si présente au regard dans sa plus complète majesté. Leurs cimes orageuses se perdent dans les nues, couvertes de neige éternelle. Leurs immenses forêts de sapins se penchent sur le miroir poli de lacs pareils à des mers. Et ces lacs, jamais une nacelle ne les a sillonnés, jamais le filet d'un pêcheur n'a troublé leur cristal profond comme l'azur du ciel. La voix humaine y retentit à peine de temps en temps, faisant entendre un chant moldave auquel répondent les cris des animaux sauvages. Chants et cris vont éveiller quelque écho solitaire, tout étonné qu'une rumeur quelconque lui ait appris sa propre existence. Pendant bien des milles, on voyage sous les voûtes sombres de bois coupés par ces merveilles inattendues que la solitude nous révèle à chaque pas et qui font passer notre esprit de l'étonnement à l'admiration. Voilà, c'est l'exotisme du XIXe siècle à plein. Hein, donc on est là-dedans, comme si la Roumanie avait des sommets plus hauts que le Mont Blanc. Bien. Voilà, alors c'est un exemple, parce que c'est l'un des auteurs les plus connus parmi ceux que je vous cite, mais dans la même veine, on a le capitaine vampire de Marie Nizet, qui a eu, paraît-il, une influence importante sur le Dracula de Bram Stoker, hein, qui lui a été publié plus tard, en 1897. Hein, donc, non, Marie Nizet, qui est donc le capitaine vampire, c'est 79, et Bram Stoker, c'est 97. Donc, il y a une influence. Voilà, et puis, il y a eu aussi un certain nombre d'écrivains français de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe qui ont mis en scène dans leurs romans des Roumains de Paris. Alors, je ne vais pas les citer, ils sont très très nombreux. Je signale simplement qu'un poète antérieur, que vous connaissez, Gérard de Nerval, témoigne avoir connu beaucoup de Roumains, sans être jamais allé en Roumanie, mais il en a rencontré par exemple à Constantinople lors de son voyage en Orient, ou tout simplement à Paris, parmi la colonie roumaine de Paris de l'époque. Il y a aussi beaucoup d'œuvres de la même époque qui évoquent les tziganes. Le mythe du tzigane aussi, c'est très important, les tziganes de Roumanie, comme le cycle de la Grande Isa, je crois que j'ai mis aussi dans la bibliographie, d'Alexis Bouvier. Alors Isa est une tzigane pittoresque, originaire de Moldavie. Je relève aussi Le vieux tzigane ou Une idylle aux Carpates de Léo Claressi. Alors là, c'est un roman d'amour, des histoires d'amour sur fond de description précise de la société roumaine. Alors, dans une autre veine, je signale Le Chevalier de Ronsard et le Ban Marachin, publié en 1909 par Rouelle de Sérène, où l'auteur évoque les origines médiévales roumaines de Ronsard, du poète Ronsard, puisque, dit-on, un ancêtre médiéval de Ronsard, Marachin, est venu en France et a traduit son nom en Ronce, enfin en français, Ronsard. Voilà. Donc ce livre est fondé là-dessus. Maintenant, je n'apprendrai rien à personne, je crois, en rappelant que plusieurs romans de Jules Verne ont pour lieu principal ou secondaire d'action une région de Roumanie. Alors j'ai cité là quelques-uns de ces romans. Kéraban le Tétu, qui nous fait faire le tour de la mer Noire, et donc la région roumaine qui est évoquée, c'est la Dobruja, la mer Noire. Quelques personnages de Claudius Bombarnac sont roumains, de Bucarest ou d'ailleurs. Le beau Danube jaune, qui est un roman écrit en 1901, mais qui a été publié bien après la mort de Jules Verne,
relate un parcours le long du Danube, donc la Roumanie y est présente. Matthias Sandorf, le héros du roman éponyme, possède un château dans le district de Fagarash, et ce château, je cite, est bâti sur les contreforts septentrionaux des Carpates orientales qui séparent la Transylvanie de la Valachie. Et bien sûr, le château des Carpates, alors le château des Carpates, publié en 1892, dont l'action se déroule dans la même région, et qui est l'un des romans les plus connus de Jules Verne. Alors ici, il n'y a pas de... c'est pas un roman d'anticipation, de science-fiction, comme certains romans de Jules Verne. C'est pas non plus un roman fantastique, c'est du faux fantastique, puisque, certes, il y a des apparitions étranges. Le héros, enfin, le personnage principal, Franz de Télek, assiste à des apparitions, mais ces apparitions sont dues à une machinerie d'un inventeur appelé Orphanik. Donc c'est pas du fantastique, c'est pas de la science-fiction, mais tout au long du roman, il y a une évocation des Carpates assez représentative de la vision que l'on pouvait en avoir en Europe occidentale à la fin du XIXe siècle, avec des descriptions fort détaillées parfois, souvent sombres, de la Transylvanie. Alors, il y a quelques évocations de villes avec leurs noms allemands ou hongrois, hein, puisque à l'époque c'était voilà, Hermannstadt ou Klausenburg ou Koloschwar. Donc, mais ces descriptions ne l'emportent pas sur celle de la région de Vulcan, où se passe l'action, la région de Vulcan, et le village de Verst, où se déroulent donc les étranges péripéties et où se trouve ce fameux château des Carpates. Alors, je vous rappelle, vous avez sans doute lu le château des Carpates, mais je vous lis un passage qui me paraît représentatif. Ce n'est ni l'allemand ni le hongrois que l'on parle à Verst,